Bonjour Élodie. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'hypnose régressive ésotérique. Alors, je trouvais intéressant, moi, en tant que expérienceuse de cette pratique que j'ai eu la chance de faire avec toi, d'en parler parce que c'est vraiment très particulier, c'est une approche vraiment intéressante. Et je me suis dit qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui aimeraient savoir ce que c'est. Comment elle est pratiquée, et puis le point de vue donc des personnes comme toi qui utilisent cette méthode pour accompagner les gens sur leur chemin personnel. Donc, j'allais dire, ma première question toute simple, c'est qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique? Et puis, on va pouvoir, grâce à ce que tu vas nous dire, avoir une vision un petit peu plus claire ou découvrir tout simplement cette méthode. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'hypnose régressive ésotérique, Élodie? Alors déjà, bonjour Fred. Donc, c'est une vaste question, puisque l'hypnose régressive ésotérique, en fait, c'est un peu aller observer ce qui se passe derrière le voile de la perception consciente de notre réalité. C'est un peu comme regarder au travers du trou d'une serrure, ou ce fameux monde à l'envers, ce monde onirique qu'on peut déjà explorer lors de nos rêves. Pour moi, c'est ça l'hypnose régressive ésotérique. C'est vraiment voir au-delà de ce qui est perceptible avec nos yeux physiques. Et donc, on atteint la partie subliminale, donc tout ce qui est dans notre champ vibratoire, dirais-je, tout ce qui est perceptible dans le champ vibratoire en termes d'énergie et de fréquence, et qui peut s'incruster justement de façon fréquentielle et avoir une incidence, une influence sur la création de ce qu'on souhaite réaliser dans notre vie. D'accord. Alors, c'est très intéressant. Donc, on va revenir sur le sujet, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? Présente-toi, dis-nous qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à cette technique? Alors, qui je suis? Une grande rêveuse. Bref, quand j'étais petite, par exemple, j'ai l'impression qu'en fait, cette hypnose régressive ésotérique, elle me rappelle l'enfant que j'étais. C'est-à-dire que quand j'étais petite, j'étais très ouverte. Mais quand je dis ouverte, c'est je parlais aux végétaux, je parlais à tout. Je communiquais avec tout ce qui était vivant et pour moi, tout avait une conscience. C'était une évidence. Et puis, j'étais aussi persuadée qu'il existait une machine que tu pouvais porter la nuit et qui te permettait de projeter tes rêves sur un écran pour accéder à cette part profonde en toi qui donne toutes les informations. Et c'était comme ça que faisaient les psychologues, les psychiatres, les psychanalystes pour comprendre l'être. Oui. Pareil, j'étais persuadée que la téléportation existait et je ne comprenais pas pourquoi on n'y était pas encore. La télékinésie, je me souviens, je regardais mes doudous, je suis pour qu'ils bougent, je me disais, ça ne marche pas, j'ai perdu mon super pouvoir. Enfin, tu vois, il y avait cette... en n'étant pas influencée, parce que j'étais toute petite, donc je n'avais pas vu de série, rien. Donc, comme le cerveau... il est créateur, bien sûr, mais on sait qu'il reproduit beaucoup ce qu'il a déjà vécu, ce qu'il a déjà connu. Je me suis dit, mais c'est fou. Même s'il y a cette histoire de connexion avec l'inconscient collectif et tout, si ça fait partie de l'inconscient collectif, c'est que quelque part, c'est réel. Oui, une sensation. Qu'est-ce qui est réel? Voilà. Et une sensation que tu connaissais tout ça, peut-être, déjà toute petite. Tu avais cette sensibilité-là et qui te portait à te dire, effectivement, ça doit exister. Si je le ressens, c'est que ça doit exister. C'est peut-être quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'était vraiment une évidence. Et puis ensuite, forcément, tu rentres dans le moule et puis tu finis par ressembler à une tarte comme tous les autres. Je rigole, c'est pas gentil. Mais en gros, c'est ça. On te façonne. Et puis, et tout ça, je me suis dit, en fait, je peux pas en parler. Quand je le fais, on me dit, oh, elle est mignonne, elle a vachement d'imagination. Mais t'en fais rien dans cette réalité-là. Oui. On est très cadré tout de suite aussi dès l'enfance, avec l'école et tout ça. Voilà. C'est ça. Donc, tout ce côté-là, il a fallu que je le mette de côté, justement. Toute cette dimension-là, je dirais plutôt, j'ai dû la mettre de côté. Je la conservais en dessinant énormément,
en écrivant et en dessinant énormément, ça me permettait d'équilibrer la frustration de devoir apprendre vraiment de façon cognitive, mentale, comme on nous apprend dans l'éducation, et puis de garder ce côté-là un peu plus onirique, plus rêveur, voilà, créateur, ce côté créateur. Exactement. C'est ça. Ouais. Et alors, du coup, comment ton parcours a fait, quel est ton parcours pour arriver à l'hypnose régressive ésotérique? Alors, l'école, j'ai toujours fait le bon petit soldat, mais j'ai toujours sorti mes rames parce que je me suis toujours sentie à côté de la plaque. Après le bac, je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je savais que j'avais quelque chose à faire. C'était pas clairement dessiné dans ma tête. Je savais que je voulais accompagner les gens, mais je ne savais pas comment. Et puis, c'est pareil, je n'arrivais pas à choisir. J'avais envie d'être astronaute, avocate, vétérinaire, médecin, psychologue. Je me suis dit, mais comment on peut choisir alors que tu as envie de tout connaître, de tout apprendre? Donc, ça a été le choix cornélien impossible à faire. Je suis quand même partie à la fac, hein, tu sais, c'est la voie de garage quand tu sais pas où aller. Donc, je vais en biologie parce que ça me fascine. J'avais envie d'apprendre le fonctionnement du cerveau, du corps humain, etc. Et puis, je me suis noyée dans le truc. J'avais besoin d'une structure plus encadrante, plus cocooning que la fac où je me suis sentie un peu noyée. Oui. Je voyais pas l'issue non plus. Je voyais pas où aller. Et puis bon, j'ai traversé une grosse dépression pendant cette période-là où j'ai fait de l'anorexie boulimie. Et donc en fait, j'étais préoccupée aussi par autre chose, par un mal-être intérieur. Mais des moments où on se cherche, comme ça, qui sont. Moi, je te dirais. Qui sont aussi le chemin. Bah, c'est ce que j'allais dire parce que moi, chercher, je pense que je fais ça depuis tout le temps, chercher. Même là, je continue de chercher en fait. Tu vois, c'est juste qu'une actualisation des données et que là, j'ai l'impression de m'être remise sur mon chemin initial. Sur le chemin, c'est ça. Tu vois, donc ensuite, j'ai fait plein de choses en études supérieures. J'ai testé plein de trucs. J'ai testé le commerce. J'ai testé les arts aussi parce que je me suis dit, bon, bah, j'aime dessiner, être créative, on va essayer. Bon, ça ne me convenait pas en mode drivé. Du coup, je t'avoue que je me suis un petit peu paumée. Ça n'a pas trop aidé à la dépression non plus. Et après, j'ai dit, bon, bah, faut que je rentre dans le vif du sujet, dans le concret. Je vais bosser. Donc, j'ai fait une formation qualifiante dans le domaine de la santé parce que la santé, ça me plaisait. Et puis, je me suis éclatée pendant 16 ans en étant le bras droit du chirurgien dentiste. Donc, j'ai découvert plein de disciplines et tout. J'ai adoré le côté hyper technique, le côté soignant et puis aussi le côté relationnel avec les patients. C'était extraordinaire. Et oui, là, tu as effectivement touché le plaisir d'aider les gens. D'apporter ton aide à leur c'est vraiment un métier qui a comblé à la fois mon besoin de technicité, de comprendre le corps humain, d'être pratico-pratique, d'à partir d'un point A, d'arriver à un point B, de voir le résultat, d'être en binôme étroit avec le chirurgien dentiste, d'apprendre du coup très vite, d'acquérir très vite les connaissances et être performante rapidement. Et puis, je pouvais utiliser ma créativité aussi dans la gestion, l'organisation, plein de choses, tu vois. Donc, c'était hyper stimulant, ça m'a appris énormément, ça m'a fait grandir, ça m'a bien mis dans mon savoir-faire et mon savoir-être. Et puis, après 16 ans et avoir connu pas mal de dentistes, je me suis dit… Et puis, l'approche de la quarantaine, attention. Oui, le tournant, le constat de milieu de vie. Oui, c'est ça. Est-ce que je me vois faire ça toute ma vie? Il y avait quand même une part de moi qui avait envie de se réaliser de façon plus indépendante. Et j'ai dit, il faut que j'essaye. C'était pas la première fois. J'avais un cycle ça revenait de façon cyclique. Tiens, est-ce que tu pourrais pas faire autre chose? Est-ce que tu pourrais pas t'épanouir dans autre chose en étant plus indépendante? Parce que cette question d'indépendance, chez moi, ça fait longtemps que c'est présent puisque… Elle est récurrente. Je l'explique par le fait que je suis une jumelle avec un jumeau. Et que pendant très très longtemps, je me suis vraiment considérée comme la moitié de quelque chose. Et d'où ce besoin, quand j'étais petite, toujours d'avoir une relation amicale très fusionnelle. Même avec mon binôme dentiste-assistante, on avait des liens très étroits, presque fusionnels aussi, hein, j'ai envie de dire. C'est vraiment une cohésion d'équipe plus. Et je me suis dit, ouais, mais quand l'autre n'est pas là, je me sentais plus exister. Plus entière. Plus entière du tout.
Et je me suis dit, bon, allez, là, il y a un truc à aller creuser. C'est ça, c'est ça. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, tu parles de créativité, tout ça, mais tu as quand même besoin de quelque chose de cadré. Et du coup, dans la méthode que tu vas nous expliquer, est-ce que tu as trouvé ça, cette matière de se réaliser en indépendance, retrouver ta souveraineté, et puis en même temps quelque chose qui te permette d'être très pratico-pratique, pragmatique, comme tu le dis. Et est-ce que ensuite, la suite de ton parcours t'a permis aussi d'arriver à ça? Eh bien, je te dirais que oui, parce que depuis que je suis sortie du dentaire, où j'ai appris énormément de choses, et que je me suis lancée dans l'hypnose, j'ai d'abord appris par une méthode où on a beaucoup pratiqué, peu de théorie, beaucoup de pratique, sans avoir forcément l'explication du comment ça marche. Donc, je suis allée chercher cette explication du comment ça marche par moi-même, les neurosciences, etc. Et en fait, tu ouvres une porte, ça en ouvre d'autres, ça en ouvre d'autres, ça en ouvre d'autres, ça en ouvre d'autres. Ça, je me régale. Et là, tu es hypnothérapeute, hein, là, et là, actuellement, ericksonienne. Oui. C'est ça. Hein, donc ça, c'est ta formation du coup en hypnose. Voilà, c'est ma reconversion base, professionnelle d'il y a 2 ans en hypnose ericksonienne. Et donc, j'accompagne les gens via cet outil. Mais ce que j'aime le plus encore dans cet outil, certes, il y a cet effet pseudo magique où il n'y a pas besoin de comprendre. L'important, c'est que ça marche. Mais moi, j'avais vraiment envie de comprendre comment ça marchait. Voilà. Ça, c'est un besoin chez moi. C'est pas obligatoire, c'est pas indispensable, mais moi, c'est mon besoin. Et justement, en comprenant comment ça marche, etc., en comprenant aussi qu'il y a des choses qui sont pas accessibles là directement, ou ce besoin de remonter à l'origine, à la cause première. Tu sais, souvent, je dis aux gens, ce qu'on va faire, c'est enlever tous les cailloux qui se sont accumulés dans votre godasse pendant votre randonnée, en gros, tu vois. Oui. Et c'est toujours assez délicat de retrouver le trou d'origine. Oui. Parce que souvent, il appartient peut-être pas à cet espace conscient du plan physique. Des fois, c'est ailleurs. C'est sur un autre plan. C'est dans un autre temps. Et je me suis renseignée sur plein de choses, hein, psychogénéalogie, constellation familiale. J'ai expérimenté un maximum de choses. Et en me disant, mais à chaque fois, il y a de la vérité partout. Et quand je suis tombée sur l'hypnose régressive ésotérique, je me suis dit, punaise, c'est ça. Ça parlait d'origine, remonter à l'origine première, voyage interdimensionnel, tout en restant dans le champ fréquentiel de la personne. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va, c'est ça. C'est ça qui t'a appelé, qui t'a parlé le plus. Et ça te permet, d'aller au-delà du matériel, au-delà de la matière, et d'aller voir autre chose. Oui. Bon, c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est tout à fait. Alors, il y a déjà des gens en hypnose ericksonienne qui ont cette faculté, donc comme tout le monde inné, d'entrer en état modifié de conscience. Mais il y en a, ça ferait des bons support télépathes en hypnose régressive ésotérique qui vont très très loin, même en ericksonienne. Ah oui. Donc, mais en ericksonienne, je ne les emmène pas au-delà, puisqu'il y a quand même des conditions à avoir de stabilité émotionnelle, de travail sur soi, avant d'aller soi-même voyager aussi loin. J'imagine aussi que les patients que tu as ne sont pas tous prêts à aller au-delà De toute façon, les consultants, ils ne viennent pas pour ça à la base. En ericksonienne, ils ne viennent pas pour ça. Ils viennent vraiment pour leur manifestation physique, dans leur réalité. C'est ça qu'ils veulent changer, l'impact émotionnel que ça a dans leur quotidien. Oui. C'est vraiment plus une régulation, tu vois. Retrouver un équilibre. Parce qu'effectivement, on a tendance tous à finir par faire des focus à cause de justement cet amalgame neuronal qui est consécutif à toutes nos expériences et nos schémas cognitifs. Donc c'est là-dessus qu'on va bosser, désamalgamer, repermettre un peu la fluidité, faire de nouveaux réseaux avec les neurones, c'est ça. Transformer transformer beaucoup même les sensations corporelles, donc l'information qui va être véhiculée dans le corps pour qu'il y ait une nouvelle production en biochimie du fonctionnement du corps et de l'esprit. Oui, parce que l'ericksonienne, on est sur le corps, sur la matière, et l'hypnose régressive ésotérique, on va être sur l'autre plan, sur un autre plan. Sur le champ fréquentiel, c'est-à-dire que là, on est dans les particules, et dans le champ fréquentiel, on va être sur les ondes.
Voilà. les fréquences. Je trouve que c'est très bien résumé. Alors, justement, parle-nous de cette méthode d'hypnose régressive ésotérique, méthode calogéro-griphasie. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Ce qu'il en est, c'est un positionnement. C'est-à-dire que la conscience, elle peut être comme nous, sous influence. Tu sais, nous, dans la réalité physique, on peut se soumettre, on peut donner notre pouvoir à l'autre, on peut être vampirisé par l'autre, on peut être dans des relations toxiques. Et bien en fait, ce qui se passe sur le plan physique se passe aussi dans le plan subtil, et vice-versa. De l'infiniment petit à l'infiniment grand, bon, hein, ça se réplique. Et l'hypnose régressive ésotérique, elle permet d'aller observer justement ce champ vibratoire, cette partie subliminale de l'être qui peut être elle aussi avoir les mêmes problématiques que le corps. Et si elle ne se rend pas compte, à son niveau, elle ne va pas transformer les fréquences vibratoires qu'elle émet. Et comme on crée notre réalité à partir de nos fréquences vibratoires, forcément, quoi que tu fasses dans ta réalité physique, si au niveau vibratoire c'est dissonant, tu ne transformeras pas, tu ne transcenderas pas ta réalité. Tu vois? Et donc c'est ça qui m'intéressait dans cette méthode aussi, parce que c'est un positionnement, comme je le disais, où tout part de soi. Tu es responsable, tu es souverain. C'est pas une entité supérieure, c'est pas une ressource exogène, c'est toi. C'est toi avec toi. Tu es tout, tu es l'univers. Okay. C'est toi avec ta conscience. C'est ça, ta conscience, c'est toi. Oui, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'explique, mais il y a un schéma qui l'explique bien. C'est le Thor. Oui. Tu vois le corps de l'humain. Souvent, il mentionne les chakras. Et puis, tu as le champ énergétique. Il se dégage, oui. Il se dégage. Comme un et comme autour d'une pomme, la forme d'une pomme, etc. La forme d'une pomme, autour de la planète. Voilà, oui, tout à fait. C'est ça. Donc, c'est vibratoire. Et le centre, c'est là. Et c'est là le générateur d'énergie. Oui. C'est là qu'il y a toutes les informations, toutes les ressources et toutes les capacités. Et donc, si tu es en train d'appeler en faisant dans ce sens-là, c'est moins juste que si tu pars de là et que tu vas chercher. Tu t'expandes à l'extérieur. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Là, c'est involutif et là, c'est en expansion. Très belle image. Très belle image, oui, pour expliquer. Alors, cette méthode, elle est enseignée comment, je veux dire, au travers d'un protocole, au travers de comment ça se passe? Alors, c'est enseigné à travers de cours théoriques. Ça s'appelle cours de premier degré sur le site de Calogéro-Griphasie. Puis ensuite, on a ce qu'on appelle des académies D avec Elettra, notre formatrice, que je salue. Et donc, on est en groupe et puis en fonction de notre niveau et des thématiques, on s'exerce, on pratique, retour d'expérience, etc. Donc, on évolue comme ça. Il y a également dans la team des personnalités comme Aurore Chevalier qui dispense les cours pour les opérateurs de support, ce qu'on appelle les télépathes. Voilà, parce qu'en fait, il y a deux personnes, on va y venir. Tu vas expliquer ton rôle et le rôle de l'opérateur. Tout à fait. Moi, on va dire que je suis l'opérateur, celle qui l'hypnothérapeute ou hypnologue, il préfère appeler hypnologue. Et puis, je suis en binôme avec un opérateur de support ou télépathe qui va servir en fait comme d'un téléphone ou d'un poste radio. Ou du poste radio, oui. Ouais, voilà. Donc, elle est neutre. Elle est là pour se connecter au champ vibratoire du consultant et pour me permettre de communiquer avec ce champ vibratoire à travers elle. À travers elle, oui, elle est émetteur, récepteur. Et en fait, quelque part, c'est un rôle qui n'est pas simple du tout parce qu'il faut vraiment faire abstraction de son mental. C'est-à-dire qu'elle n'est pas là pour penser, elle n'est pas là pour donner son avis, elle est là pour recueillir les informations. Et oui. Mais pas celle qu'elle choisit, celle que je lui demande. Voilà. Toi, tu es l'opérateur qui va diriger, en fait, qui dirige cette séance. On mène l'enquête, quoi. Qui mène l'enquête. Voilà, je trouve que le mot enquête est vraiment le bon mot parce que tu creuses. À chaque fois, on va revenir sur comment fonctionne cette
une séance. Alors, tu parlais de la team tout à l'heure, donc Calogero Grifasi, c'est un homme qui a trouvé cette méthodologie, qui l'enseigne, et il a donc autour de lui des personnes qui l'accompagnent aussi sur cet enseignement. Et du coup, maintenant, à travers le monde, il doit y avoir beaucoup de monde qui pratique cette méthode ou pas? Comment ça se passe? Alors, je pense qu'il y a du monde qui pratique cette méthode. Après, la team Grifasi, ça reste restreint. C'est un petit groupe. C'est un petit groupe restreint. Okay. Il a formé effectivement des gens en Italie, en Roumanie, puisque justement, quand on est sur le site pour les académies et autres, on voit qu'il y a pour les Italiens, pour la Roumanie, pour l'Espagne. C'est en plusieurs langues, c'est ça. En France, la team France, elle est composée de, je ne sais plus combien il y a d'opérateurs, il y en a peut-être 5 ou 6, oui. Pas plus. Après, bon, il y a les élèves qui sont issus de l'académie, mais on ne fait pas partie de la team. C'est ça. Là, c'est différent. Ok, oui, oui. Oui, Élodie, il y avait un sujet que je trouvais intéressant d'aborder, c'est cette notion d'état modifié de conscience dans l'hypnose. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, effectivement, l'hypnose, c'est un état modifié de conscience, donc c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, puisque l'état modifié de conscience, c'est notre quotidien. En fait, on parle des ondes cérébrales qui varient en fonction de notre état d'éveil, de concentration, de sommeil. Donc, tu as différents niveaux. Donc, pour les citer, par exemple, là, on est en train d'échanger toutes les deux, on est en bêta. Si à un moment donné, tu vois que mon regard se perd, ou tu sais, quand je bug pour faire mes réponses à tes questions, parce que je suis partie dans mes pensées, voilà, je suis sans doute en alpha. Et puis, en hypnose, on fait descendre nos supports télépathes en θ. En θ, d'accord. Ça correspond à une hypnose profonde, à un état de sommeil léger. Tu sais, quand on tombe dans le sommeil, là. L'entre-deux, peut-être. Ouais, parce que le sommeil, c'est le delta. Voilà. Et en fait, le cerveau, ces ondes cérébrales, au fur et à mesure de la journée, comme là, au fur et à mesure de la conversation, ça varie. Ça varie, oui, c'est jamais stable. C'est rarement stable et c'est pour ça qu'on observera aussi pendant les sessions d'hypnose régressive ésotérique des moments où le support peut remonter un peu. C'est juste normal en fait. C'est pour ça qu'on va lui demander de respirer profondément ou de faire le focus sur quelque chose pour redescendre. Oui, voilà. Donc, quand tu accompagnes d'ailleurs le support télépathe au début de ta session, tu l'accompagnes avec une douce voix, tout ça, et puis tu lui dis effectivement de rentrer plus profondément dans un état de relaxation, etc. Donc c'est ça, pour qu'il atteigne cette état mais c'est cette modulation de fréquence cérébrale qui est donc naturelle et innée chez tout à chacun, qui permet justement d'utiliser les capacités médiumniques, qui permet d'entrer en état modifié de conscience et donc en hypnose, et qui permet d'aller explorer ses profondeurs, les profondeurs de son être, son inconscient, et d'obtenir les réponses dont on a besoin, puisque à cet endroit-là, il y a toutes les ressources, il y a toutes les informations, il y a toutes les capacités. Et c'est aussi très utile donc pour la modulation de fréquence. Très bien, donc on fait effectivement la boucle avec la modulation de fréquence. Et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de comprendre qu'on n'est pas vraiment dans le mental, on se situe, le télépathe se situe vraiment dans un autre plan en passant en θ. Tout à fait. Le but, effectivement, c'est en θ, il n'est plus question de mental. Et d'ailleurs, on perd la notion de temps et d'espace. C'est vrai. Donc, on est dans le voyage multidimensionnel. C'est vrai. Les télépathes disent souvent que à la fin, il s'est passé 1 minute pour eux ou quelques minutes, alors que ça fait 1 heure. Très bien. C'est comme quand tu es en phase de sommeil paradoxal, en fait. Et tu peux trouver ces états-là aussi en pleine création. Tu vois, de perdre cette notion du temps et de l'espace, pour moi, c'est le moment où on est aligné avec soi, en fait. Et ça peut arriver quand tu fais un mandala, tu sais que tu colories, quand tu... Quand tu crées, quand un artiste tu dessines, tu fais de la sculpture. Voilà, c'est ça, voilà, tout à fait, tout à fait. Et alors, est-ce qu'on peut rapprocher ça? Tu sais, quand on est on roule des fois en voiture, et puis on se dit, mais je suis arrivée jusque-là, j'ai rien vu, j'étais dans mon cerveau, dans un autre monde, et pourtant j'ai conduit. C'est très curieux c'est un très bon exemple, et c'est exactement ce qui se passe. Voilà. C'est exactement ça, l'état modifié de conscience. Donc, comme quoi, tout le monde est... Tout le monde y accède. Y accède. Mais je suis pas
il faut aussi de l'entraînement. C'est des télépathes, Ah oui. s'entraînent. Vous faites Plus de tu l'entraînement. t'entraînes, plus tu descends rapidement et profondément. C'est comme tout, c'est une discipline. C'est comme le centrage, la respiration profonde. Et plus tu le fais, et plus ça devient facile, et plus c'est facile. Tout simplement. C'est vraiment une notion importante pour comprendre la chirurgie notamment. Et oui, il n'y a pas de sorcellerie, on se sert de nos aptitudes cérébrales en fait, et physiques. Physique et biologique. Et biologique, on se sert de tout ce qu'on est pour accéder à un champ d'information qui est vraiment profondément ancré en nous. D'accord. Alors, du coup, comment se passe une séance? Alors, déjà, peut-être à qui ça s'adresse et ensuite, comment ça se passe? Alors, moi, je l'ai vécu, donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant parce que, je dirais en témoignage, je l'ai vécu d'extérieur puisque tu menais la séance avec effectivement le support télépathe et on regarde en fait en tant que je ne sais pas, c'est client ou en tous les cas. J'aime bien dire consultant. Consultant, voilà. En tant que consultant, on est témoin. Voilà. Donc, comment ça se passe une séance? Et tu n'es pas que témoin. Non, alors voilà, justement. Il n'y a pas de session sans accord du corps physique et de sa part subtile. Donc, en fait, même si tu es présente, c'est un mot que je préfère, tu es présente, tu vas être pleinement, c'est comme quand tu es absorbé dans un film. Quand tu regardes la session, tu es absorbé dans ta session, tu as observé dans ton champ subliminal. Et en fait, tu vas avoir des prises de conscience au fur et à mesure. Il y a même des gens qui vont anticiper les réponses qui vont être données par le support télépathe, puisque c'est leur propre réponse, et ressentir aussi dans le corps ce qui se passe. Tu vois ? Et tout est possible en fait. Mais vraiment, c'est important de comprendre que on n'est pas que spectateur. On est pleinement acteur de la session quand on est le consultant et qu'on a décidé de faire une session, qu'on a donné son accord à tous les niveaux de son être. Mais je comprends ta remarque puisque moi-même, quand j'ai fait ma session, je me suis dit, mais ça c'est des programmes, hein, Fred. Oui, bien sûr. Et oui. Moi, c'est mon côté un peu cartésien et le côté aussi corps mental bien présent oui, mais comme j'ai pas fait moi-même ma session, j'ai pas ressenti ce que je devais ressentir, patati patata. Sauf que j'ai quand même bien écouté, j'ai quand même bien ressenti ce qui se passait. Oui. On se projette. C'est vrai qu'on se projette quand même sur. On vit un petit peu où on fait vraiment un rapprochement avec ce que dit la conscience à travers le télépathe, bien évidemment. Et comme tu dis, comme dans un film, on se projette dans le film. Tout à fait. Et alors, à qui ça s'adresse, du coup? Qui va venir te consulter? Eh bien, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont passés par pas mal de thérapies. Oui. Donc, il y a des problématiques qui sont assez lourdes, des schémas récurrents, des trucs qui sont vraiment des manifestations difficiles à vivre au quotidien. Et donc, il y a eu de la psychothérapie, suivi psychologue, psychanalyste, enfin, tous les thérapeutes, tout le cheminement. Voilà. Ils sont passés par plein d'expériences, je vais te dire constellation, même tout ce qui est en dehors du champ médical, hein, tout ce qui va être holistique, etc. Parce qu'ils cherchent le moyen, finalement, de se libérer. Voilà, ça. De se libérer de leurs problématiques. Et en fait, souvent, ils arrivent un peu essoufflés en bout de course en disant, c'est un peu la dernière chance. Puisque j'ai tout essayé là dans la matière, en énergétique et tout ça, et je m'en sors pas, alors que j'ai compris plein de choses, alors que j'ai cheminé sur plein de choses, et pourtant, ça reste. Et oui. Et tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que quand on essaie de régler des problématiques, on va dire jusqu'à maintenant, on reste dans la matière. On va faire les médecines parallèles. Si la médecine n'a pas trouvé ce que l'on a, on va faire les médecines parallèles, les médecines douces, ou la psychologie quand c'est les problèmes. Voilà. Et justement, de connaître. C'est pour ça que c'est intéressant de faire connaître ton hypnose agressive et ésotérique parce que finalement, on connaît, grâce à ça, un palier supplémentaire. Voilà. Et quand on a compris que la matière était créée dans l'éther, eh bien, du coup, on passe à autre chose et quelque chose de puissant. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ?
ça m'a fait penser à ce qui est important aussi dans la méthode que tu me demandais tout à l'heure. Ce que j'ai aimé, c'est de dire que en gros, c'est toi qui es responsable. C'est toi qui es le créateur, c'est toi qui te libères. Parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire quand tu toi fais en tant que consultant. Toi en tant que consultant. C'est ça, toi en tant que consultant. Nous, on accompagne. Ça, c'est important. On accompagne, on ne fait rien à la place de l'autre. Jamais, jamais, jamais. C'est la personne qui fait pour elle. Et moi, il y avait un truc qui me plaisait pas trop, c'était de dire, quand je rencontrais des gens qui me disaient, je vais t'enlever tes entités. C'est ça. Bon, c'est pas comme ça que ça se passe. Et oui. Bon, quand on te le fait, bizarrement, ça marche pas. Puis quand tu le fais toi-même, ça marche. Oui. Tu vois. Oui. Et il y a un côté, ensuite, on se remet, je vais t'enlever des entités, on se remet à l'autre, en fait. On se remet au thérapeute. Il y a une sorte d'emprise quelque part aussi, donc on retrouve. C'est une sorte de l'autre c'est mieux que moi, l'autre va faire pour moi, je sais pas faire, donc l'autre va faire. Le but, c'est quand même de se réapproprier vraiment toutes nos capacités, quoi. On n'est pas aussi limité qu'on le croit. Même si effectivement ce corps, c'est un cadre, c'est une enveloppe, il est limité dans le temps. Dont on a besoin, et donc voilà, c'est ce qui nous permet quand même de vivre. Mais alors justement, comment se déroule une séance? Alors, ce que je voulais te rajouter quand même, c'est que moi, je trouve que c'est bénéfique quand les gens, de toute façon, sont passés par un psychologue. Oui. C'est important qu'il y ait déjà eu un gros nettoyage de fait. Ça, c'est très intéressant. Oui. Et une belle ouverture aussi d'esprit et de conscience à soi. Oui. Parce que quand tu pars de zéro, que la personne, elle aura des pâquerettes, qu'elle n'a jamais fait de travail sur elle, pour intégrer d'un coup que, hop, c'est toi le maître à bord, t'es souverain. Oui. C'est. Mais est-ce que c'est courant? Parce que comme pour arriver à faire appel à l'hypnose régressive ésotérique, comme tu disais, c'est qu'on a quand même beaucoup travaillé avant, ou en tous les cas fait un parcours avant. Alors, c'est arrivé. C'est arrivé, d'accord. Et du coup, la phase après, qui suit la session, cette phase d'intégration de cette nouvelle réalité, de ce nouveau positionnement, elle est plus chaotique. Okay. On va en parler de ça aussi, parce qu'il y a la séance et puis il y a encore derrière un travail. C'est toute une vie. C'est ça. Alors donc, quand on arrive, les séances se font en présentiel ou Alors, comme mes supports, je ne les ai pas sur place, c'est via Skype. Mais c'est très confortable. C'est très bien. C'est très confortable en fait. Moi qui aimais beaucoup le présentiel, je m'étais dit, oh là là, en fait non, vraiment. Moi, j'ai fait effectivement par Skype avec toi et Claudia, donc un de tes supports télépathes. Et bon, c'est très très bien. De toute façon, avec les outils d'aujourd'hui, c'est vraiment très pratique et il n'y a pas de différence. Okay. Donc, quand on arrive, tu te donnes rendez-vous par Skype et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a une prise de rendez-vous contact téléphonique pour que je réexplique un peu la philosophie de la méthode et puis surtout d'expliquer aux gens que cette méthode, elle remet toutes les croyances en question. C'est un peu le but. Mais comme dans toute thérapie, j'ai envie de dire, c'est d'observer ses conditionnements, ses croyances, d'où ça vient. Est-ce que c'est juste pour soi? Est-ce que ça nous convient? Est-ce que c'est agréable? Ou est-ce que ça ne l'est pas? Et donc, quand des gens vont avoir cette tendance à croire en une autorité supérieure, en un sauveur, et qu'elles appellent aussi. Il y a des gens qui appellent beaucoup des êtres, mais donc on les nomme comme on veut, mais elles apparaissent sous cette forme, mais on ne sait pas vraiment qui c'est. Et puis d'autant plus que quand on les appelle, la plupart du temps, c'est qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien. Donc quand tu appelles avec un taux vibratoire pas bien, tu appelles quelque chose qui est équivalent. Tu ne sais pas ce que tu appelles, voilà, ou quelque chose d'équivalent, effectivement. Voilà. Donc c'est assez logique en fait, c'est assez scientifique et mathématique. Ce que tu vibres, au moment où tu appelles, tu fais cette demande. Si tu vibres la tristesse, tu vibres le désespoir, tu vas attirer quelque chose qui vibre la même chose. Donc j'imagine mal un ange, un être de lumière qui vibre ça. Oui, parce qu'effectivement, c'est un sujet intéressant. Donc on va reparler après parce que je pense qu'on passe tous par cette case New Age entre guillemets.
C'est important Voilà. d'y passer. C'est important d'y passer, sinon tu ne comprends pas. Et donc, déjà, il y a cette phase d'explication, de recueillir aussi toute l'histoire de vie, tout l'historique de vie. Tous ces, voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que vous appelez l'anamnèse. Alors, l'anamnèse, c'est un terme médical, donc on évite d'utiliser ce terme puisqu'on ne fait pas de la médecine, c'est vraiment autre chose. Donc, moi, j'appelle ça histoire de vie, votre vécu, racontez-moi un peu dans les grandes lignes. Donc, je donne quelles sont les problématiques, pourquoi les manifestations physiques aussi, parce que souvent, ça vient se cristalliser forcément dans le corps, parce que c'est la manifestation qui descend dans le corps. Ça donne des indices aussi. Donc, moi, j'ai ça. Avant la session qui sera donc programmée dans les semaines à venir. Ça me permet d'étudier un peu les pistes vers lesquelles j'ai envie d'aller explorer pour que ce soit aussi parlant pour la personne. Faire ton enquête. Ouais, pour mon enquête. Claudia, elle, ou notre support télépathe n'en a pas connaissance du tout. Oui. Je ne lui dirai rien. Et puis ensuite vient le jour de la session. Bah, c'est ça, parce que moi-même, je pratique en tant que support. Je préférerais ne pas savoir. Du coup, Claudia, quand la session commence avec le consultant, déjà, je commence par lui demander de réévoquer les points pour lesquels il est venu. Au consultant de réévoquer les points, oui, pour être sûr. Ouais, pendant que Claudia a son casque et puis sa musique. Oui. Comme ça, elle n'entend pas. Elle n'entend pas. Quand il a fini d'évoquer les points et ce qu'il veut voir changer dans sa vie, la personne coupe le petit micro, comme ça, on n'est pas embêté par les bruits parasites. Voilà, oui, ça c'est intéressant. On coupe le micro le consultant coupe le micro pendant la session de manière à ce que l'équipe travaille dans sa sphère, de ce que toi et bien vous travaillez dans votre sphère sans interférence de. Oui, parce qu'il suffit qu'il y ait un livreur qui vienne sonner, que le téléphone sonne, que le chien aboie. Bon, nous, on s'est mis dans des conditions idéales. Des fois, le consultant, c'était moins évident. Et puis voilà. Puis ensuite, donc Claudia enlève la musique et puis la session commence. Alors, la session, c'est toujours la surprise. Il n'y a pas de durée, hein. On ne sait pas. On ne sait pas combien de temps ça dure. C'est en fonction du travail qu'il y a à faire. C'est en fonction, je te dirais même, de l'état de la conscience et de sa volonté. De où en est sa volonté, c'est-à-dire sa présence à soi. Il y en a, elles sont en PLS complet. Oui. Tu vois. Mais bon, quand tu as lu l'histoire de vie, des fois, tu te dis, bon, pas surprenant. Mais ensuite, ce qu'il va falloir, c'est arriver à capter son attention ou la retrouver à un certain endroit de sa création où elle est plus alerte. Où elle va vraiment être dans l'échange avec nous et dans cette capacité de volonté et de reprendre... c'est vrai que ça paraît comme ça, tu en parles, ça paraît vraiment ésotérique pour le coup, vraiment hallucinant. Mais pour l'avoir vécu et puis avoir écouté d'autres sessions, c'est vraiment impressionnant parfois. Impressionnant dans le contact, dans les échanges. Ça fait presque des échanges normaux de personnes. C'est vraiment. Oui, mais c'est comme quand tu rêves. Oui, c'est vrai. C'est comme quand tu rêves. Et souvent, même, je trouve que c'est un peu comme... je fais la métaphore en gros, c'est comme si la conscience avait invité, elle avait ouvert la porte de chez elle. Bonjour. Tu sais, le marchand de tapis, là. Bonjour, oui, entrez chez moi. L'autre, il lui vend monts et merveilles. Et puis, il lui retourne le cerveau. Il squatte. Puis, au bout d'un moment, il lui fait croire qu'en fait, il est chez lui. C'est ça. Et elle a perdu, elle n'est plus propriétaire de son espace, elle se retrouve avec un squatter qui est en train de lui faire à l'envers. Et d'utiliser ses ressources à elle pour lui créer son petit confort de vie. Et oui. Mais là, justement, on va rentrer dans quelque chose qui est vraiment à l'opposé de ce que l'on expérimente tous. On y passe tous depuis des années, c'est les guides, on est vraiment à l'opposé là, puisque du coup, on parle de souveraineté dans son espace. Donc, est-ce que tu peux parler un petit peu plus de cette notion d'espace souverain de la conscience ? Je vais m'appuyer sur ce que tu as cité, les guides et tout ça. Alors moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas des êtres de lumière qui sont méga haut, méga machin et tout ça. En hypnose régressive ésotérique, c'est pas eux qu'on va rencontrer, puisque quand les gens viennent, c'est parce qu'ils sont pas bien.
Donc, on va être sur les plans qui vibrent bas, les plans qui sont interférés, qui sont pollués, parasités. Voilà. Pour aller au-delà. C'est vraiment intéressant de préciser ça, effectivement. Bah oui, parce que, les gens ils s'imaginent que ça y est, on est à un niveau de malade. Non, parce que déjà les niveaux, je ne sais pas combien il y en a. Oui. Je ne suis pas en mesure de dire quoi que ce soit. Je pense que c'est comme tout, on est dans le champ des possibles, dans l'illimité. Donc vraiment, en hypnose régressive ésotérique, on est dans le champ vibratoire de la personne, dans son champ fréquentiel, son champ de création qui est proche de cette incarnation. Voilà. Et ça vibre bas. On observe les conséquences dans la matière, donc on accède à là où ça vibre pas au niveau subtil, et c'est là qu'on nettoie. C'est ça. C'est là qu'on intervient. Et, oui. Et puis ensuite, effectivement, quand ça déjà c'est plus clean, on est censé communiquer. L'énergie est censée circuler. L'information, voilà. Elle est censée circuler. Et en fait, quand il y a des nœuds ou qu'il y a des plans qui sont pollués, ça crée du parasitage. Tu vois? Et c'est ça qu'on enlève. Ça bloque. C'est ça les cailloux dans la godasse au niveau ésotérique. Et tu vois? C'est ça. Une belle image. Oui. Et ta question, c'était par rapport à l'espace de la conscience. Et donc, les guides, quand tu appelles, c'est ce que je te disais tout à l'heure, par le biais du New Age, etc., qu'on te dit, appelle ton guide, il va t'aider, il va te donner des solutions, des réponses. Mais en fait, ton guide... celui qui arrive, il est au même niveau fréquentiel. C'est ce que tu veux dire. Donc, c'est ça. En revanche, tu peux, quand tu es bien aligné avec toi-même, avoir cette sensation qu'on te parle, mais en fait, c'est toi. C'est toi, c'est ta conscience. C'est toi à un autre niveau. Un niveau subliminal, en fait, c'est le corps. Oui, c'est ça, c'est une autre partie subliminale de toi. Celle qui a l'information dont tu as besoin. C'est vrai que c'est une notion un peu comme je veux dire, Janus, où tu te divises en deux. Hein. C'est une notion très particulière, ça aussi. On touche la physique quantique un peu à ce niveau-là. Hein. Ah j'allais être complet. Pour moi, c'est de la physique quantique. Ça. Mais tout est physique quantique. Et c'est pour ça que, comme tu le disais, même si j'ai un côté créatif, j'adore les sciences parce que pour moi, c'est la même chose. C'est ça. La science est un art qui explique l'invisible. Voilà, entre autres, effectivement. Très bien. Donc, comment alors, juste un petit mot, comment le télépathe, lui perçoit? Est-ce que tu pourrais dire comment le télépathe va percevoir cette conscience? Est-ce que c'est chaque télépathe a, donc le support télépathe, j'entends donc pas toi, mais ton support télépathe, comment est-ce qu'il perçoit cette conscience? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est une vision? Comment ça se passe? Ça va dépendre de chacun. Tu vois, Claudia, par exemple, elle perçoit beaucoup donc elle perçoit les fréquences, les énergies, et elle va beaucoup parler en ressenti, en couleur, en forme, parce qu'elle va capter en fonction de ses propres filtres malgré tout. Parce que quand elle est dans le champ informationnel de l'éther du consultant, ça va passer dans ses filtres corporels, dans son cerveau, et elle va me le retranscrire avec des mots. Et des fois, il n'y a pas les mots pour expliquer ce qu'elle perçoit. Donc, elle fait ce qu'elle peut avec ses filtres et sa bibliothèque cognitive. Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'on s'attarde, nous, rarement sur la forme, la nature, parce que ça va dépendre beaucoup de ça. Hein. Ce qui compte plus, pour nous, c'est les fréquences. Les fréquences et les émotions. Puisque c'est ça, en fait, qui est en jeu. C'est cette lecture-là, en fait. C'est la lecture, à chaque fois, c'est la lecture d'une fréquence. C'est à chaque fois la lecture d'une fréquence qui va ensuite être interprétée et retranscrite à travers des filtres cognitifs. C'est ça. Ben oui, forcément, les filtres que l'on a, hein, c'est comme les yeux. Les yeux voient une fréquence et c'est le cerveau qui traduit ça en couleur. C'est ça. Elle va avoir une ombre, il y en a un, il va avoir un serpent. Il y en a qui va avoir une pieuvre, l'autre, il va avoir une araignée. Enfin, en tout cas, moi, c'est de mon point de vue, c'est comme ça que je le perçois. Voilà. Alors, justement, parler de fréquence, vous parlez souvent de fréquence vibratoire, et aussi, on vient souvent parler de remonter ces fréquences. Comment tu préconises de remonter ces fréquences? Parce que ça, c'est une question qui est quand même pas simple. Donc, on disait qu'effectivement, quand on est dans la tristesse, on a des fréquences basses. Et comment
comment remonter ces fréquences, même temporairement, même. Je trouve que c'est une question qui revient souvent quand on essaye d'aller mieux et quand on essaye de faire. D'autant plus que ça fait partie des clés de la vie. Oui. Modulation de fréquence, c'est le terme pour moi le plus adéquat. C'est comme de l'autorégulation, tu vois. Oui. Tu l'apprends dans ton corps avec le stress et tes émotions, et tu l'apprends forcément à d'autres niveaux. C'est encore une fois ce centrage. Cette conscience de soi, cette auto-empathie, cette observation de ce que tu es en train de ressentir, tu vois, de l'identifier et de te dire, ok, je ressens là une tristesse, qu'est-ce qu'elle fait là? Et tu respires profondément, tu prends les informations qui te parlent, et puis ensuite, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Est-ce que ça dure? Ouais. Ou est-ce que je transforme? Ou je transforme. Tu vois? Parce que c'est ça le problème, c'est de rester focus sur des énergies récurrentes de basse fréquence. Après, tu ne vas percevoir que ça. Et tu vas avoir de plus en plus de mal à avoir la faculté d'aller transformer ça en légèreté, en joie, en amour, puisque dans toute chose, il y a toutes les polarités. Et c'est nous, à un certain niveau, qui choisissons d'en observer qu'une seule. Et en plus, je trouve que toutes ces mots, enfin, comme tu dis, c'est récurrent, ces fréquences basses, ça crée une chimie dans le corps. C'est ça, ça crée même une dépendance. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette chimie fait que tu es dépendante derrière de ça et ton cerveau cherche à le reproduire quelque part à chaque fois. Oui, parce que c'est le message des neurotransmetteurs. Hein. Ils demandent aux cellules de produire ça. Voilà. Et le corps, à un moment donné, il passe en pilotage automatique. Et c'est aussi très important de le dire, ça. On délègue au corps qui fait en pilotage automatique. Ce corps qu'on a tendance fortement à oublier. À oublier, oui. Donc, on ne sait plus ce qui se passe, on ne sait plus qui pilote. Ça se fait tout seul et puis on subit tout. C'est ça. Et le corps, si tu as culpabilisé toute ta vie, il va produire de la culpabilité. Et puis le jour où tu as décidé de ne plus en produire, si ça fait 30 ans que tu en produis, je peux te dire que la métabolisation, l'intégration de la nouvelle information, de la légèreté, de l'ouverture et du bien-être, va falloir informer les cellules, il va falloir produire, il va falloir changer les réseaux au niveau des neurones, etc. On est vraiment sur il y a vraiment une temporalité pour observer les transformations dans la matière. C'est ça, on est vraiment sur un processus chimique. Alors du coup, c'est intéressant parce que, comme tu disais, on est dans la science, c'est-à-dire que dans l'ésotérique, on est dans la physique quantique et on intègre ça dans la chimie, en fait. Donc, on reste, c'est pas de l'ésotérisme, de la magie ou quoi que ce soit. On est vraiment dans des choses qui sont tangibles. Donc, tout à fait. Mais, voilà. Donc, ça, c'est un élément important pour avancer. C'est ça, c'est le niveau vibratoire et c'est vraiment toujours la question qu'on se pose. Et on nous dit, bon, il faut élever ton niveau vibratoire, mais je fais comment? Alors, c'est vrai que pour ma part, j'essaye de faire des choses matérielles qui me font plaisir. Voilà, par exemple, de peindre et puis rencontrer du monde. Et voilà, c'est ça qui. Exactement. Et chacun a il y en a qui font de la musique. C'est vrai que c'est important aussi de ne pas faire que sur le mental, parce qu'en fait, sur le mental, ça ne fonctionne pas tant. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que sur le mental, tu es bloqué là, sauf que tu es tout un corps. C'est ça. Encore une fois, tu te fractionnes quand tu fais ça. Tu te divises. Tu es tout un corps. La volonté, c'est une fréquence. Et le corps, c'est un ressenti. Et c'est volonté vibratoire plus ressenti, sensation, qui crée quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Et là, je rebondis sur le fameux terme de créateur. Tu sais, le secret, là, donc il faut positiver, il faut visualiser, il faut tout ça. Mais là, on reste dans le mental, c'est les émotions. C'est vraiment ça peut fonctionner si tu es en état modifié de conscience quand tu le fais, et si quand tu le fais pas à partir d'une énergie de manque, d'une vibration de manque. Oui, c'est vrai. Il y a cette énergie-là aussi, cette fréquence du manque, effectivement. Et oui, parce que dans le cerveau, tu as les neurones miroirs qui ne font pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu as réellement vécu. Voilà, entre la réalité et la fiction. Ce qui va faire que tu vas créer une nouvelle réalité en faisant, par exemple, sous hypnose, une projection sur un objectif, c'est de le vivre comme si tu y étais. Donc, tu ressens des émotions comme si tu y étais. Pas avec tes émotions de là où tu pars, avec les émotions où c'est fait.
Et c'est là que tu vas vraiment créer dans ton cerveau des nouveaux réseaux, des nouvelles connexions. C'est le principe, voilà, je cherchais tout à l'heure de la loi d'attraction, même si c'est très galvaudé. C'est plus juste comme ça. Mais c'est plus juste comme ça. Voilà. Plus la volonté mentale, clairement, ça ne suffit pas. Très bien. Et alors, je voulais revenir un petit peu sur le processus de libération de la conscience et puis peut-être à faire le lien avec tout ce qui est interférence. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus de libération de la conscience pendant la session? C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est un peu comme si d'un coup, la conscience, elle se remettait en elle se repositionnait au centre de sa maison, qu'elle regardait autour d'elle et qu'elle dit « Mais je suis chez moi ici. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux ?» Et puis elle dit « Mais quand est-ce qu'ils sont rentrés ?» Et puis là, elle retrouve la mémoire. Tu sais, le fait de se rappeler, le voile de l'oubli, toutes ces conneries qui nous pourrissent. Et là, une fois qu'elle a compris qu'ils n'ont rien à faire là, qu'elle est chez elle et qu'elle comprend tout ce qui s'est mis en place à partir du moment où elle les a laissés entrer, elle les dégage. Et en fait, c'est là. Et ça qui les dégage. Oui. Mais en fait, c'est une façon métaphorique, quelque part, cette exploration de la conscience, pour comprendre que tu as laissé ouvert la porte à une émotion, par exemple, de solitude, de tristesse ou de rejet ou ce que tu veux. Tu l'as laissé rentrer chez toi et t'envahir. C'est ça. Et le jour où tu comprends qu'elle t'a tellement envahi que tu as tout créé par la suite à travers elle et que tu as reproduit ça à l'infini dans ta vie alors que tu n'en voulais pas, tu comprends qu'en fait, tu te recentres et juste tu l'as fait sortir de chez toi. Voilà. Et oui. Donc, c'est vraiment ça le processus où la conscience reprend sa souveraineté, elle nettoie sa maison, elle fait sortir. Elle nettoie ses fréquences. Tous les indésirables, elle nettoie ses fréquences. Elle nettoie les fréquences dans lesquelles elle crée. Pour pouvoir créer de façon libre, volontaire, décidée, tu vois, sans avoir un caillou ou un truc qui va, de toute façon, à chaque fois dénaturer ce qu'elle veut créer. Voilà. Et dans la séance, c'est vraiment l'accompagnement, c'est toi qui accompagne cette conscience à se rendre compte de ce qui se passe dans son espace, mais en aucun cas, c'est toi qui va se sortir. Donc, voilà, c'est vraiment… Surtout pas. Surtout pas. Et oui, c'est vraiment… Si je le fais à sa place, comment est-ce qu'elle fait pour être consciente qu'elle en est capable de le faire elle-même? Oui, parce que ça va recommencer et ça va… Oui. C'est ça. Et donc, c'est ça, vraiment, en fait, c'est important d'identifier le premier trou dans l'espace, la première fois où elle a ouvert la porte. Ça, c'est ce qu'on appelle la faille. D'accord? C'est la blessure, on va dire, originelle, si tu veux. Alors, on en revient au point d'origine. Voilà, la fameuse origine. Bon. Oui. Voilà, cette origine qu'on trouve, on travaille dessus, on lui fait observer les conséquences que ça a eu par la suite sur toutes ses créations et sur notamment le consultant ici présent dans sa réalité physique, qui est aussi elle. Voilà. Et alors justement, on parlait du point d'origine, revenir. Quelle est la temporalité du coup d'une conscience? Parce que finalement, si elle peut revenir… Il n'y a pas de notion de temps pour la conscience. Oui. Le temps, c'est un programme de la matière. Oui. Et oui, nous, on est sur une temporalité linéaire quelque part. Oui. Il n'y a pas de notion de temps. Tout est comme si tout était simultané. C'est pour ça qu'on peut tout observer. Il y en a qui vont appeler ça des vies antérieures, ce sont des vies simultanées. Ça se passe en même temps qu'on est en train de se parler. On peut dire que dans le cadre d'une séance, la conscience va changer de ligne de temps, ou oui. Cette notion de ligne de temps. Elle transforme, elle change sa ligne de temps, elle crée une nouvelle fréquence pour cette création et donc une nouvelle ligne de temps. Voilà. C'est un peu comme un arbre. C'est un peu comme si cette branche-là, elle était en train de pourrir. Oui. Et du coup, à partir de là, elle ne va pas continuer dans cette direction. Elle va aller dans cette direction-là. C'est ça. Tu vois? Oui. Donc du coup, nous-mêmes, en tant que consultants, dans la matière, on va changer de ligne de temps quelque part. Et c'est ça qui est fou à comprendre, parce que tu ne changes pas ta réalité, enfin, tu ne changes pas ton histoire. Oui. Tu changes l'impact énergétique que cette histoire a sur ton interprétation de ton histoire. Cette notion d'impact. Oui. Ça va à la fois changer ton interprétation sur ton passé. Ce qui était douloureux va devenir neutre. Ou, voilà, pas autant impactant et traumatisant. Ce n'est plus
des cailloux dans la godasse. Ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de mon expérience. C'est OK, c'est intégré. Je sais ce qui ne me convenait pas, je sais ce qui me convient maintenant. Et c'est un peu un reset, tu te remets vraiment dans ton ici et maintenant, avec cette nouvelle fréquence et cette nouvelle ligne de temps qui s'offre à toi, où tu vas créer à partir de cette nouvelle fréquence, qui est libérée de tous ces cailloux. Et oui, oui. Pour mieux continuer le chemin. Bah, plus en accord avec c'est ça, plus en accord avec toi-même. Oui. Plus juste, plus en cohérence. Alors, justement, on parle ligne de temps, j'allais dire, mais est-ce que on pourrait se poser la question, est-ce que la chéreuse, alors, hypnose régressive ésotérique, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on dit achéreux dans le jargon. Oui, parce que certains pourraient peut-être confondre ça avec de la voyance. Est-ce que tu peux nous voir parce qu'on se dit, bah tiens, est-ce que la conscience va aller voir plus loin? Est-ce que de toute façon, qu'est-ce que c'est la voyance? Alors moi, je n'ai pas toutes les réponses à toutes les questions. J'ai mon point de vue à moi. Pour moi, c'est de la médiumnité. Cette médiumnité, on en est tous pourvus, puisque c'est cette capacité d'être empathie avec les fréquences et les émotions des autres, et avec les siennes propres. C'est juste qu'il y a des gens qui le sont plus, qui sont plus ouverts à cette faculté qui est innée, vraiment. Et la voyance, qu'est-ce que c'est? La voyance, c'est une espèce de projection dans le futur. C'est comme ça, hein, toi, que tu me poses la question. Oui, parce que certaines personnes peuvent poser la question, parce que là, on est sur l'ésotérique, et tu vois, quand on ne comprend pas bien la méthode, ou quand parce que je pense que la méthode, il faut vraiment aussi la comprendre, et on n'en a pas parlé, mais peut-être aller voir des vidéos, notamment, ou des séances, en tous les cas, pour comprendre exactement ça. Et l'idée, c'était de bien de montrer, ou en tous les cas d'expliquer que c'est peut-être pas forcément voilà, il n'y a rien à voir avec la voyance, on est plutôt sur autre chose. Alors, parce que là, on est la voyance, tout ça, on est dans le New Age, à nouveau, on retombe dans nos croyances peut-être. Ce qu'il y a, c'est que dans la voyance, moi par exemple, j'ai jamais fait l'expérience de la voyance parce que je me suis toujours dit ça va m'influencer, ça va me conditionner. Et puis, on va le faire un peu, si tu veux, quand on fait la futurisation, si on fait un parallèle avec la HRE. À un moment donné, en fin de session, on fait une futurisation juste pour que la conscience se projette sur ses créations futures et qu'elle observe dans quel état vibratoire elle le fait. Mais elle l'observe depuis le moment où je lui demande. Et voilà, c'est ça. Et en fait, quelque part, ça ne veut rien dire. Oui. Ce qui compte, c'est le présent, c'est ton ici et maintenant. C'est ce que tu crées à chaque instant. C'est l'état vibratoire dans lequel elle est. Voilà. Donc, en fait, la voyante, pardon, elle va effectivement, elle a cette capacité médiumnique ou comme nos télépathes de percevoir des informations qui sont dans le champ de la personne. Qui vient des lignes de temps. Elle perçoit des lignes de temps. Mais tout à fait. Elle les perçoit, donc elle lui donne les informations qu'elle capte, sans qu'il y ait forcément de cohérence ou autre. Donc, l'autre personne va dire « Ah, ça me parle, c'est exactement ça et tout ». Mais parce qu'en fait, elles sont en télépathie toutes les deux. Elles se transmettent les informations. Et puis, ouais, j'ai une question, est-ce que j'ai rencontré l'amour? Si la voyante, elle sent que vibratoirement, c'est chargé, elle va dire bah non. Ou si elle sent qu'il y a une ouverture, parce que dans la question, il y a un espèce d'élan du cœur, ou je sais pas, une fréquence qui est très haute, elle va dire oui, vous allez rencontrer l'amour. Et puis, en fait, tu co-crées. C'est ça, voilà, c'est une co-création avec alors que là on est vraiment loin de ça. Mais c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que si la personne en a besoin, que ça lui fait plaisir et qu'en plus ça lui permet de créer cette réalité qui lui convient en co-création avec la conscience de la voyance, moi j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'effet placebo. Si la personne, ça la satisfait, ça lui convient, bah tant mieux pour elle. Tu vois? Oui. Mais du coup, effectivement. Mais nous, en futurisation, par exemple, on ne va pas demander aux gens est-ce que tu vas trouver un travail, est-ce que tu vas trouver un travail, est-ce que tu vas trouver l'amour. On va plutôt demander au niveau de tes énergies, ça se passe comment, est-ce que c'est fluide, est-ce que tu crées tout ce que tu désires, est-ce que tu vois. On reste sur le champ fréquentiel. Tu restes sur le champ fréquentiel et tu restes assez général parce que le problème étant de ne pas co-créer et que les gens ils te rappellent au bout de 3 mois en disant oui, ce que vous aviez vu dans la futurisation, ça s'est pas produit, c'est des conneries. Voilà. Bah non, parce que tu es souverain, donc tu crées ce que tu as envie de créer et nous on y est pour rien. Et oui, on est sur autre chose. On est vraiment sur autre chose.
Alors justement, tu parlais de futurisation. Après la séance, il y a ce que vous appelez la métabolisation. Est-ce que tu peux nous développer la métabolisation? La métabolisation, c'est l'intégration de ce changement de ligne de temps et de fréquence, ce nettoyage où on a enlevé dans le champ fréquentiel les petits cailloux. Et donc, ça va commencer à descendre l'information dans le corps au niveau des cellules, de la production des énergies, de ce que la personne veut. Et donc, cette métabolisation, ça va être ça, de soutenir et d'entretenir l'intégration dans le corps pour que les cellules informent et qu'elles créent à partir de ces nouvelles fréquences. Ce qu'on disait tout à l'heure, toute la biochimie. La métabolisation, c'est l'intégration dans la matière. Dans la matière. Voilà. Et donc, forcément, là, il y a une temporalité. Là, il y a un timing. Et souvent, je donne l'image du le corps, il était lancé comme un train à pleine vitesse. Et là, tu lui demandes d'un coup de freiner parce que tu veux changer de direction. Donc, le train, il ne va pas s'arrêter tout de suite. Oui, il va falloir un certain temps. Et puis même, des fois, c'est tellement brutal que tu te casses la gueule dans le train. Ah oui. Et oui. Tu vois ? Ça peut effectivement. Si tu n'as pas anticipé le truc, que tu ne te tiens pas, que tu ne te dis pas, bon, je sais, ça va freiner, bon, je sais, ça va être un peu fort, je garde mon équilibre, tu te casses la gueule. Si tu fais ta métabolisation en étant consciente qu'il y a ça qui va se produire, tu restes bien à ta place, tu restes attentif à ce qui se passe et puis tu maîtrises la situation. Oui. En sachant que tout ça, ça se passe parce que tu vas changer de direction, tu vas là où tu as vraiment envie d'aller. Et puis, il y a cette notion d'accompagner aussi la métabolisation. Parce que si on rame en sens contraire dans la vie, on freine aussi. Peut-être ça dépend de son parcours, de son âge, de beaucoup de choses. Et la métabolisation, c'est propre à chacun. C'est-à-dire que soit tu as déjà les outils parce que tu as fait beaucoup de thérapie avant, tu es déjà en auto-empathie et tu arrives à faire ces exercices de recentrage tous les jours, d'observation de toi, de ressentir la vie en toi, de te rappeler pourquoi tu fais tout ça, où tu veux aller, comment. Bon, c'est pas tout le monde. Et c'est pas toujours facile. C'est pas facile, voilà, c'est pas toujours facile. Mais c'est bien cette notion d'auto-empathie, c'est très intéressant. C'est aussi une base, ça. Oui, c'est vrai. Et c'est une notion qui est très juste parce que finalement, on prend vite soin des autres, mais on a une tendance, surtout peut-être, je vais faire une réflexion de genre, mais nous, les femmes, on s'occupe des enfants, voilà, on a beaucoup d'empathie pour tout le monde et très souvent, on s'oublie. On s'oublie, on s'auto-observe pas. Qu'est-ce qui se passe quand on s'oublie au niveau de la conscience, Fred? Comment dire? Voilà. Donc, tu vois que ça se passe à tous les niveaux de l'être. Voilà, ça se passe à tous les niveaux. Oui. Donc, le but étant de rester en empathe, ça commence par soi. Je me connais, je me comprends, je me ressens et je comprends l'autre. Oui. Et oui, de l'intérieur vers l'extérieur. On en revient toujours au tort et comme tu dis. Parce que sinon, quand tu es dans l'échange avec l'autre, si chacun n'est pas bien chez lui et respectueux de son propre espace et de son intégrité, quand tu vas être en empathie avec l'autre, et ça, c'est pas bon. Si tu veux vraiment lui faire un vrai retour objectif sur son échange, il faut que ça vienne te toucher, entrer en résonance et que tu lui fasses ton retour comme un miroir. Oui. Mais pas comme attends, je vais tout absorber pour toi, quoi. Voilà, c'est ça. Le côté éponge, on sait ce que ça donne. Oui, à la fin, c'est. En réalité, voilà. C'est pas très confortable de bouffer les émotions des autres. Non, ça fait beaucoup à porter. Ça fait beaucoup. Alors, dans le cadre de la métabolisation, il y a une question qui peut revenir, c'est le risque de se faire réinterférer. C'est un peu la crainte en métabolisation de dire, ça y est, je vais redescendre dans mes basses fréquences et est-ce que je peux me faire réinterférer? La conscience s'est libérée pendant la HRE et derrière, pendant tout le travail de métabolisation, eh bien, on peut avoir cette crainte, oui ou non? Oui et non, puisqu'on crée ce que l'on croit. Et si tu t'imagines que parce que tu vas faire un soin énergétique, ça y est, c'est foutu, tu vas te faire interférer par les pseudo-interférents de l'énergéticienne, j'en sais rien, potentiellement, tu vas attirer ça à toi.
Ça, faut pas. Enfin, moi, je sais que depuis ma HRE, autant avant, j'étais très en recherche du monde invisible, de voir, de ressentir, etc. Depuis, je me dis, non, ma vie, c'est celle que je vois, c'est celle que je touche, c'est celle que je vibre, et rien ne m'atteint, en fait, parce que c'est pas autorisé, et que ma conscience, elle a compris qu'elle était libre, et donc je me sens, c'est comme si j'étais indétectable, tu vois. C'est ça. Donc il n'y a pas cette peur. Comment? Voilà, parce que du coup, il n'y a plus cette peur, parce que ça appelle aux peurs, ça fait appel à la peur oui, et c'est pour ça que je te disais que j'aimais pas trop le mot protéger, parce que, parce que toi, faire une bulle de protection, je préfère dire tu fais ton champ de force plutôt qu'une bulle de protection. Oui. Parce que si tu te mets en protection, c'est comme si tu te cachais dans une forteresse parce que tu as peur de tes assaillants. C'est ça, ben oui. En fait, et oui, ça fait appel à la peur, c'est ça, la peur alors que si tu es souveraine et libre dans ton espace, cette peur, elle n'a plus lieu d'être. C'est ça, exactement. C'est voilà, un positionnement, un alignement à soi. À partir du moment où tu imagines que, oh là là, dans ma maison, ça se trouve, il y a ci, il y a ça, ah, ça se trouve, je suis rentrée avec ci ou avec ça, et bien, tu alimentes tes pensées, tu commences à ressentir peut-être des peurs profondes en toi qui seraient actives, et donc tu vas créer quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. C'est vrai que ça rejoint effectivement, comme tu dis, quand on est dans sa maison, qu'on fait du nettoyage, bon, il y a sûrement des entités ou sûrement, voilà, on fait du nettoyage. Donc ils sont là sur d'autres plans, mais ils ne sont pas obligés d'interagir avec nous, sauf si on leur ouvre la porte. C'est ça. Si on les invite à entrer. Très bien. On peut cohabiter sans avoir besoin d'impacter l'un sur l'autre. Oui, cette notion de cohabitation. Voilà, cette notion de cohabitation est intéressante aussi parce que elle fait appel à différents plans et surtout au fait que quand on parle d'entité, tout de suite il y a cette notion de peur chez certaines personnes, d'ailleurs qui ne souhaitent pas aller plus loin sur cette connaissance. Et là, le fait d'accepter ou en tous les cas de se dire que on cohabite, après il n'y a plus cette notion de crainte. Donc c'est vrai que quand il y a des gens qui ont, moi c'est pas mon cas, je les perçois, je les vois pas. Oui. C'est vrai que quelqu'un qui les voit de façon intempestive, ça doit être pénible. Mais comme le dit Elettra, qui elle les voyait de façon intempestive, elle travaillait et puis d'un coup elle voyait un truc et tout. Je comprends que ce soit déstabilisant, que ce soit dérangeant. Mais comme elle dit, à partir du moment où elle a récupéré sa souveraineté, quand elle décide de plus les voir, elle ne les voit plus. Ne les voit plus. Et voilà. Et oui, c'est ça. Elle qui décide. Intéressant, très intéressant. On en revient toujours à la même chose. Tout à fait. C'est pour ça que c'est très simple, en fait. C'est très simple. Voilà, c'est très, très simple. Oui. C'est une philosophie de vie, en fait. Oui. Mais c'est vrai que le quotidien fait quand même qu'on est manié. Il y a des hauts, il y a des bas, il faut encaisser des coups. Le but, ce n'est pas de vibrer que des énergies positives, puisqu'il y a toutes les polarités dans la vie. Et oui. Et c'est de faire en sorte que le flux énergétique, toutes les polarités, continuent de rester en mouvement et de rester fluides. Et pas qu'il y en a une ou l'autre qui se cristallise, qui se fige, ou sur lequel on va faire un focus en permanence. Parce que c'est quand on fait du focus que sur du positif ou que sur du négatif qu'on va créer des troubles. Et oui, c'est bien d'équilibre, toujours. À la fois équilibre, mais tout en gardant le mouvement. C'est comme un surfeur. Surfer sur la vague. C'est très intéressant, surfer sur la vague. Très bien. Je voulais juste revenir aussi donc, sur le fait que tu n'es pas toute seule dans la session, donc il y a un support télépathe. Comment toi tu choisis tes supports télépathes? D'abord, est-ce que tu les choisis? Est-ce qu'ils te choisissent? Quelle est ta relation avec eux, elle en l'occurrence? Quel lien développez-vous dans ce travail? Eh bien, on se rencontre lors des académies D. Oui. Et puis, c'est la formation. Ce sont les exercices pratiques qu'on fait en formation. Donc, il y a toujours des opérateurs, il y a toujours des supports et on s'entraîne en créant des binômes spontanés comme ça. Et puis, des fois, on sait bien, le feeling est bien passé. C'est toujours une question de feeling. Oui, on ne va pas se leurrer. Et après, une question de fréquence aussi. On en revient toujours au même.
Ça sonne juste avec certaines personnes, c'est confortable, c'est agréable. Moi, par exemple, je sais que par rapport à mon histoire de vie, j'ai besoin d'être très très proche de mon binôme. Et j'ai trouvé ça avec Claudia, avec qui je me sens vraiment très très libre d'être. Oui. D'être, de partager ce qu'on ressent, de tout se dire. Et il y a aussi surtout pas d'ego. D'ailleurs, vous avez fait toutes les deux Pas d'ego. Il y a besoin d'ego dans la vie, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a aucune qui essaie de prendre le dessus sur l'autre. Enfin, tu vois, il n'y a pas ce genre de truc. C'est vraiment très frais, c'est très créateur, c'est très enfantin même. On s'amuse comme des petites folles. Oui, c'est vrai. Vous co-créez de manière légère. C'est ça. En s'amusant et en prenant du plaisir et voilà. Et donc, je disais, vous avez fait chacune une HRE aussi. Hein. Oui. Donc, voilà. Est-ce que pour être opérateur, c'est un prérequis? Je pense que ça peut aider. Oui. Déjà, savoir je pense que, tu vois, je pense qu'en regardant des sessions, tu peux te libérer toi-même, bien sûr, tout est possible. Hein. Tout est possible. Après, moi, j'ai fait ma HRE le plus vite possible parce que je ne voulais pas pratiquer l'hypnose ericksonienne sans avoir nettoyé mon espace. Parce que je savais que j'allais mettre les gens en état modifié de conscience, que potentiellement nos espaces pouvaient communiquer, s'ils étaient interférés en tout cas. Et j'avais pas envie ni de donner les miens, ni de récupérer ceux des autres. Parce que moi, j'avais cette tendance à attirer un peu tout ce qui était désincarné. C'est le thérapeute qui se protège. Alors, moi, j'aime pas du tout le mot se protéger. Oui. C'est un mot que, pour moi, protéger, ça veut dire que tu es en mode j'ai peur de quelque chose. D'accord. Non, je suis clean. Je suis clean. J'ai pas de trou en moi. Oui. Tu vois, je rayonne et je suis imperméable. D'accord. Ce qui me permet d'être juste. Enfin, le plus possible. C'est comme ça que tu. Donc, quel souvenir du coup tu gardes de ta HRE et des ressentis? Le plus spectaculaire, c'est ce désincarné qui m'a enfin lâché la grappe. Parce que c'était suite à une constellation familiale. J'étais très très fatiguée. Des acouphènes, mais à te prendre la tête comme ça, et comme s'il y avait des bombes qui sifflaient dans les oreilles, tu sais. Et puis, je m'étais fait toucher pendant la nuit. Ah oui. Et là, j'ai dit, il y a un truc qui cloche. Alors, donc, comme tout le monde, je me réveille, je me dis, punaise, c'est quoi? C'est mon oreiller, c'est mon chat, c'est mon chéri. J'étais dos au mur. Il n'y avait pas l'oreiller, il n'y avait pas le chat, il n'y avait pas le chéri. On m'a touché dans le cou. Et là, j'ai dit, non. Là, d'ailleurs, je me suis fâchée. J'ai dit, j'en veux personne dans mon espace. Personne ne me touche. Et si vous voulez parler avec moi, vous ne faites certainement pas la nuit pendant que je dors. Bordel, c'est quoi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette façon de communiquer? J'étais colère. Parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai eu ma phase New Age. Et moi aussi, je me suis dit, ça serait cool d'être passeuse d'âme. Comme je sais que les désincarnés, j'en avais déjà ressenti, ça m'était déjà arrivé, en fait. Qui avait voulu, tu ressens des choses déjà. Tu es dans le ressenti Oui, mais alors ça m'était arrivé ça m'était déjà arrivé une fois de canaliser un désincarné qui était présent dans la pièce, qui voulait s'exprimer à travers moi. Sauf qu'à un moment donné, t'as envie de dire, mais oh Coco, je t'ai jamais dit que c'était OK. Quand moi, ça m'est arrivé, j'étais en panique. Tu vois, alors heureusement que la personne qui était avec moi, c'était quelqu'un qui nous formait à la communication animale. Donc, bon, elle m'a encadrée. Mais c'est après coup, je me suis dit, mais c'est pas OK en fait. Tu t'amuses pas à passer à travers un corps physique pour dire ce que tu veux quand tu veux. Tu vois? Comme ça, oui, sans qu'on t'invite. Voilà. Puis encore moins te toucher les gens pendant qu'ils dorment. Eh oui. Bref. Et du coup, je m'étais empressée. Je suis allez, non, il faut vraiment que je fasse une HRE là. Faut que j'y aille. Donc, je prévois mon rendez-vous. Et puis, j'avais oublié de leur en parler, de mes acouphènes et de ça. J'avais vraiment parlé de mon histoire de vie, plutôt de choses plus anciennes. Et puis, à peine elle se connecte, la télépathe, elle dit « Ah, j'ai mal aux oreilles !» Sans savoir que tu avais ça. Sans savoir. Et puis, elle a capté, c'était un désincarné qui était là. En fait, il savait que j'avais l'intention de faire une session et il s'était dit « Il y a de la lumière, je vais passer par elle pour pouvoir me barrer. » Tu vois?
Donc, du coup, et ça t'a libéré de ça. Instantanément, puis C'est d'accoucher. incroyable, hein. Oui, c'est incroyable. Instantané. Et puis après, pour tout le reste, eh bien, ma foi, ça a été passionnant. Moi qui ai toujours eu l'impression de venir d'ailleurs. Comment te dire? Depuis petite, comme je te disais, cette impression de mais je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Me sentir un peu pas d'ici. Oui, Bon, c'est bah ça. forcément, à un certain niveau, on n'est tous pas d'ici. D'accord? On est tous extraterrestres. De toute façon, la Terre c'est extraterrestre aussi. Bref. C'est un mot aussi à désacraliser, quoi. Hein, oui, à enlever les connotations, enlever les connotations de science-fiction. Roswell et autres. Oui, oui, c'est ça. Les trucs extraterrestres, il y en a partout. C'est juste logique, c'est juste scientifique. Et voilà. Et puis cette incarnation-là qui est ressortie, elle m'a beaucoup touchée, en fait. Ça m'a beaucoup parlé parce que ça expliquait pas mal de choses. Et puis, il y avait une fréquence très importante chez elle, qui m'habitait moi aussi depuis très longtemps. Oui. Et puis voilà. Et après, c'est vraiment de l'interférence. C'est vraiment de l'interférence. C'est ce qu'on appelle les interférents. Et enfin, il y a plusieurs sortes d'interférents, mais là, on est sur effectivement un désincarné. C'est un fantôme, hein. En fait, c'est ce qu'on appelle les fantômes. Désincarné, c'est ce qu'on appelle nous les fantômes. En fait, c'est un être qui s'est décorporé, qui n'est plus incarné, donc une conscience, mais une conscience qui reste bloquée à un plan très proche. Et souvent, ils sont bloqués soit parce qu'ils n'ont pas capté qu'ils étaient morts, et souvent à cause des fréquences. Oui. Il y a la fréquence du traumatisme, la fréquence dans laquelle ils sont morts, qui les retient. En fait, figé. On en revient toujours à la même chose. On en revient toujours à la même chose aux fréquences. Ouais, et du coup, l'important, c'est qu'ils observent qu'effectivement, ils n'ont plus de corps, qu'ils observent le moment de leur mort, ce qui les retient à cette existence, et donc souvent, c'est ces putains de fréquences, de s'en libérer, et après, hop, 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 ça continue sa création. Le chemin, la création. Ça continue son chemin. Mais je n'avais pas qu'un désincarné, en fait. Mais tu vois, sur l'autre conscience, l'autre incarnation, pardon, j'étais je ne sais plus de quelle planète c'était. Bref, et en fait, je mourais, mon vaisseau dérivé. J'étais une exploratrice, voilà, qui était à la recherche d'une planète pour son peuple, puisqu'ils avaient usé toutes les ressources de la planète. Et c'était le commandeur qui m'avait envoyé en expédition avec 2 autres vaisseaux. Et puis en fait, moi dans mon vaisseau, toute seule, je me disais que c'était pas juste d'aller polluer notre planète, que c'était nous, notre mode de fonctionnement qui n'était pas juste, et que je voulais pas reproduire ça sur une autre planète. Et en fait, je me suis laissée dériver. Et puis j'ai tellement dérivé qu'en fait, je me suis perdue, qu'on m'a jamais retrouvée, et que je suis morte comme une conne toute seule dans mon vaisseau. Là, on est en pleine science-fiction, là, pour le coup. Et là, on est en pleine science-fiction, mais tu pourrais faire le rêve de ça. Oui, c'est ça. Démontrer ton désaccord sur le fonctionnement du système dans lequel tu évolues. C'est pour ça que je te parle de rêve, de monde onirique et tout ça, parce que c'est plus intelligible d'un point de vue cognitif de le présenter comme ça, parce que c'est vrai que de dire qu'est-ce qui est pas une vie antérieure, réel, Fred. À ce niveau-là, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas en mesure de te dire si c'est réel ou pas. Je m'en fous. L'important, c'est que je l'ai vécu, que ce soit dans mon regard. Quand tu rêves d'un truc très désagréable, tu te réveilles, tu as vraiment l'impression de l'avoir vécu. Et tu as la sensation désagréable. C'est ça. C'est la même chose. Ça fait écho quand même avec ce que tu vis dans ce qui te semble, toi, réel. Voilà, absolument. Et alors, justement, donc là, les sessions s'adressent à des consultants incarnés. Peut-on faire ça pour d'autres consultants? Alors bon, moi, je pensais justement aux personnes décédées, mais je pensais aux animaux. Donc là, on ne demande pas l'accord de la personne, du consultant, mais comme tu disais qu'on demandait l'accord quand même aux consciences. Donc, est-ce qu'on fait ça pour les animaux? Je pensais aussi aux bébés. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, de mon point de vue, je pense qu'on peut le faire
On peut le faire au bébé et que c'est peut-être même plus simple puisque comme tu t'adresses à la conscience, elle n'a pas d'âge, quelque part. Donc, ça peut être vraiment intéressant pour une maman de savoir. En sachant que la conscience du bébé, même si ça passe par l'accord de la maman, une fois que tu rencontres la conscience du bébé, elle peut te dire non. Oui. Et là tu n'y vas pas. Oui, voilà. D'accord ? Voilà. Si la conscience dit non, tu ne rentres pas dans son espace. Et c'est pareil pour une personne décédée. Tu peux retrouver à partir de la personne qui fait la demande pour la personne décédée, la conscience, qui peut être non incarnée encore, qui peut te dire oui, qui peut te dire non, pour qu'on soit là avec elle. Et elle peut être aussi incarnée. Et oui. Et elle peut te dire oui, elle peut te dire non. Et oui, voilà. Oui, parce que si elle est incarnée, tu ne peux pas interférer. Si elle est incarnée, tu ne peux pas aller interférer sur une conscience, sur quelqu'un qui va être réincarné. Ça paraît. Tu peux si la conscience, elle est OK. Si elle est OK, d'accord. OK. Et puis, c'était quoi les animaux ? Les animaux, c'est de la communication animale profonde, puisque ils ont c'est pas exactement comme nous, ils sont reliés à une conscience plus collective, de groupe. Ils sont un peu comme des portails organiques, c'est-à-dire qu'en fait, tout traverse, mais ça ne s'arrête pas chez eux. D'accord. Parce qu'ils sont tout le temps dans l'instant présent, donc ils sont constamment en train de renouveler leur fréquence. Et ils en ont quand même moins que nous. Après, il est vrai que plus on les domestique, plus ils s'imprègnent de notre façon d'être, plus ils s'imprègnent de nos fréquences. Et parfois, ils peuvent être interférés, mais souvent, c'est par les nôtres, par nous, un peu à cause de nous. Et oui, c'est vrai que du coup, ils adaptent leur fréquence aux nôtres. C'est vrai qu'il faut penser à ça, je n'y avais pas pensé. Donc, de base, un animal sauvage sera rarement interféré. Ça n'intéresse pas spécialement les interférents. Ils restent pas figés dans leur peur, les animaux sauvages, heureusement. Sinon, ils ne se créent pas non plus des peurs. Ils n'ont pas le même... c'est au niveau aussi des fonctions cérébrales. C'est très intéressant de voir effectivement la différence qu'il peut y avoir au niveau de la conscience sur un animal domestique et un animal sauvage. Donc, par exemple, dans la team Griffasie, eux, ils partent du principe que les animaux n'ont pas besoin de HRE. Pas besoin de HRE. C'est le maître qui a besoin d'une HRE. Oui, ça c'est pas faux. Hein. Nous, on le fait vraiment parce que c'est de la com animale aussi et que tu peux avoir des informations intéressantes sur ton animal. Ça permet d'échanger avec lui, c'est quand même… Oui, et puis certains propriétaires d'animaux constatent des problématiques chez leurs animaux et ça peut être intéressant de pouvoir aller voir quelle est l'origine de ces problématiques. Si toutefois, derrière, il n'y a pas eu… si tous les soins ont été prodigués… bien sûr. De toute façon, ça n'exclut jamais un examen médical puisqu'il y a toujours la dimension corporelle et qu'effectivement, c'est important ce que tu dis parce que, par exemple, dans la métabolisation, quelqu'un qui va être atteint d'une maladie chronique, auto-immune, etc., même si la session HRE va libérer la cause dite ésotérique, s'il y a des conséquences physiques irréversibles sur le corps, ça n'y fera rien. Oui, et oui. Ça va stabiliser l'état parce que ça ne va pas continuer d'un point de vue fréquentiel la maladie. L'alimentation, oui. Mais ce qui est détérioré est détérioré. Oui. Non, puis là, on est sur, je veux dire, la vie. Ça, c'est pour les maladies, les cas lourds. C'est très important, oui. Oui. Tout à fait. C'est important de le dire que la vie médicale. Je dis ça parce que ça me fait penser à Barbara, la support de Nathalie Knepper, qui a une sclérose en plaques, je crois. Donc sa session a stoppé le processus, mais par contre son corps en a gardé les séquelles. Et oui. Très bien. Écoute, on arrive à la fin presque de cet échange. La question que j'avais, c'est combien faut-il de séances? Et puis le coût, comment ça se passe? Est-ce que des séances de HRE, il en faut plusieurs? Quel est le coût d'une session? Et puis comment contacter si quelqu'un a envie d'en faire une, comment contacter? Qui contacter? Donc toi, par exemple. Ok. Alors, du coup, je viens de bugger. Non, alors en fait, l'idée, c'était de savoir déjà combien de séances, Combien de séances. Donc, normalement, dans
philosophie de la méthode, c'est une suffit. Mais voilà, il est ça, c'est dans évident. la philosophie. Ouais, puisque normalement, en une séance, si la conscience a compris et récupéré son pouvoir créateur, c'est libéré, bon, bah, le reste va suivre, ça va faire partie de la métabolisation. Oui. Une session qui a été complexe, où ça a été très très long de trouver la volonté de la conscience pour qu'elle se libère et qu'à la fin, on se dit, c'est pas sûr qu'elle ait tout compris, parce que quand tu lui demandes ce qu'elle a compris, c'est pas fou. Dans ta tête d'opérateur, tu te dis potentiellement, on va voir comment ça se passe la métabolisation, on va quand même laisser faire aussi la souveraineté et le pouvoir créateur de l'individu, du consultant. C'est quand même important, c'est lui qui fait. C'est lui qui accompagne la métabolisation quand même, donc effectivement, c'est important. Moi, je le sais dans ma tête que potentiellement, c'est envisageable. Et puis, s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a rien qui change, si ça va pas du tout, eh ben, on va voir ce qui se passe. On va voir ce qui se passe depuis la session. On ne recommence pas à zéro. On repart de la fin de la session pour savoir, suite à la session, comment est-ce que la conscience, elle a fait ses créations. À partir de quoi? De quelle fréquence? Tu vois? Mais effectivement, et ça ne s'appelle pas une session de contrôle. Ça s'appelle une autre session. Une autre session. Parce qu'on repart depuis le point de départ de ce nouvel embranchement et on regarde comment est-ce qu'elle a continué cette nouvelle ligne de temps. Est-ce qu'elle nous a fait une petite marche arrière pour retourner sur l'ancienne? Est-ce qu'elle a fait encore une autre branche, un autre embranchement, une autre ligne de temps en se disant, bah non, je vais plutôt aller par là. Tu vois? Oui. Mais que du coup, voilà. Et du coup, c'est pas mieux. Voilà, tout est possible. Tout est possible, mais encore une fois, voilà, c'est pareil. Moi, je conseille aussi de regarder régulièrement, à son rythme, sa session d'HRE. Oui, parce que tu l'enregistres, hein. Tu enregistres la session et tu l'envoies au consultant. Alors, j'ai même pas besoin de lui envoyer. En fait, il l'a dans la conversation Skype. Ah oui. C'est archivé pendant 30 jours. Donc, en fait, juste après la session, tu cliques, le consultant enregistre sa session il la télécharge et il l'a sur son ordinateur, il n'y a pas de souci. Et parfois, tu la publies aussi. Tu la publies parfois sur avec YouTube. Avec l'accord du consultant, je publie parce que cette méthode, elle est quand même très particulière. Hein, et que ça permet de la démocratiser et surtout, ça permet aux gens de faire le travail en voyant les sessions des autres. Oui, alors ça, je témoignerai. C'est vrai que j'ai écouté, quand je suis allée faire ma session avec toi, je n'en avais pas écouté. Je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais entendu parler de l'hypnose régressive ésotérique. Mais par la suite, j'en ai écouté beaucoup et ça permet de travailler. Ça permet de travailler. Il y a la sienne et ensuite derrière, moi, j'en ai regardé énormément avant la mienne, en me disant, parce que moi, mon challenge, je m'étais dit, je vais faire une HRE et je serais trop contente de moi si ma conscience s'est libérée d'ici mon HRE, tu vois. Oui. Bon, c'était pas le cas. Mais je pense que ça a aidé. Déjà d'une, à ce que la télépathe puisse avoir les informations dont elle a besoin pour la session, parce que je peux te dire que quelqu'un qui n'est pas sûr de son coup, qui fait la session mais qui a un petit peu peur, ou qui doute, ou qui n'est pas sûr de vouloir vraiment se défaire de ses croyances, ah punaise, mais on sort nos rames tout le long. Hein. Et puis à partir du moment où il rentre dans le truc et il ouvre son esprit, et bien là, tout est plus fluide. Tout est plus fluide. Ouais, très intéressant. Mais non, mais c'est vrai, allez voir les sessions de. Alors, il y en a plusieurs. Il y a les tiennes que tu publies. De toute façon, allez voir celles que je publie. Ceux qui ont la méthode voilà. La team Grifasi, déjà la team Grifasi. Enfin, allez voir Calogero Grifasi, il a son style à lui. C'est quand même lui qui a créé la méthode. Lui, il est très dans l'énergie. Il est très en mode rouleau compresseur, mais il va droit au but. Et Letra, elle est très protocolaire, c'est très construit, c'est très clair pour comprendre la méthode avec Letra. Aurore, elle est plus dans la subtilité, dans la psychologie, vraiment dans les fréquences, etc. Et puis tu as Nathalie. Vous avez tous vos styles. Hein. C'est vraiment curieux. Hein. Enfin, curieux, c'est très intéressant. Comme tu dis, tu allais parler de Nathalie Knepper, qui est une guerrière. Oui, Nathalie Knepper, moi, c'est par elle que j'ai connu, en fait. Et elle est très dans l'observation, l'identification des entités pour comprendre, elle, tout ce qui se passe aussi d'un point de vue très scientifique. Hein. Pour répertorier tout ça, toutes ces existences qui sont autres que terriennes. Donc, c'est aussi fascinant. Hein.
Mais effectivement, chacun a son leitmotiv. Il y a les enquêtes aussi, les enquêtes. Oui, les investigations. Les investigations, voilà, les investigations sur un sujet. Sur un sujet, hein, vous prenez, enfin, l'équipe Grifasi définit un sujet, vous travaillez dessus en binôme, c'est ça. Hein. Oui, alors en fait, quand tu fais partie des investigations, c'est l'opérateur qui reçoit le protocole. Comme d'habitude, le télépathe ne sait pas de quoi il s'agit. Puis tu as une première partie qui est fixe et la deuxième partie qui est libre, où tu vas creuser les points observés en première partie. Et ça, c'est pareil. Bon, tu es dans le champ informationnel, tu captes ce que tu captes, c'est pas une vérité absolue. C'est pour ça que plus il y a d'opérateurs qui le font avec le même protocole, les mêmes questions, plus il est possible de recueillir des informations peut-être qui sont similaires, qui peuvent nous donner des pistes. Voilà, qui se recoupent, des choses qui se recoupent. C'est pas parce que la session et les infos qui ont été recueillies, ça correspond pas à ce que la personne croit, que c'est des conneries. Voilà. Tu vois oui. Bref. Ah, c'est très intéressant. Moi, j'adore ça parce qu'on recueille plein d'infos et il n'y a pas à s'arrêter sur telle ou telle info, c'est des infos. Voilà. Et tu gardes ton discernement. Il n'y a pas de vérité, mais tout, comme tu dis, tout est possible. Tout est possible. Combien coûte une session si les gens sont intéressés pour une session, alors une session, ça ou un ordre de prix, hein. Voilà. J'ai pas regardé, je sais plus trop où en sont les autres. Je sais que ça oscille entre 200, je crois 210 et plus de 400 €. Ça dépend qui. Et nous, on avait normalement, on fait qu'une session. Hein, sachant que normalement, on fait qu'une session. Nous, avec Claudia, on est à 240, donc on est deux. La session dure 2 heures. Il y a donc l'entretien préalable avec moi et ensuite il y a la post-session qu'on fait avec Claudia pour recueillir. La post-session, c'est-à-dire que vous reprenez contact avec le consultant pour faire un bilan. À la fin de sa session, on se reprogramme un rendez-vous 15 jours après pour recueillir assez tôt, finalement, son ressenti, parce qu'il y en a certains qui peuvent être complètement bouleversés, ça peut aller très vite, ça peut bouger très fort, pour ne pas les laisser dans la nature tout de suite derrière. Et puis, en fonction de cette post-session, c'est pareil, ça nous donne des indices sur la compréhension, ça nous permet de leur donner des petits conseils pour la métabolisation, etc. Voire des outils. Oui, non, mais très, très bien, très bien. Écoute, je pense qu'on arrive à la fin de cet échange. Est-ce que tu veux donner le mot de la fin? C'était très intéressant et je pense qu'on a vraiment été dans le détail. Est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose d'important pour toi voilà. Moi, il n'y a rien qui me vient, si ce n'est que déjà, c'est quand même accessible à tous, puisque c'est en libre circulation sur YouTube. Je pense qu'il faut en profiter, parce qu'il est possible qu'un jour, ça ne soit plus. Déjà, en profiter pour découvrir ça. Moi, chez moi, ça sonne hyper juste, cette méthode. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est juste que ça sonne juste, c'est juste que c'est l'exploration de quelque chose qui résonne déjà chez les gens. Et voilà, c'est une aventure. La libération des consciences, parce que c'est vrai que, comme tu disais, peut-être qu'un jour, ce sera plus accessible, parce que finalement, en se libérant soi-même, on libère beaucoup de conscience, même en écoutant et en regardant sur YouTube les sessions. On peut peut-être commencer à faire une libération de conscience. Et plus les consciences seront libres et plus les choses vont changer aussi dans ce monde. C'est ça. Et puis moi, je pense que cette méthode, elle n'a pas fini. Elle est précurseur à une autre méthode qui va sans doute suivre. On va pouvoir monter sur des plans vibratoires encore plus hauts. Tu vois, là, pour le moment, c'est très… Ça ouvre des perspectives. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Ah, c'est passionnant. C'est passionnant. Super. Écoute, donc, autant participer à ce beau projet. Et oui, mais moi, j'invite vraiment tout le monde à aller voir à partir du moment où on est intéressé pour avancer sur son propre chemin. J'invite à aller voir les vidéos et s'imprégner un petit peu de cette méthode qui est très intéressante. Et encore une fois, je trouve très cadrée. Moi aussi, alors je suis comme toi, très créatrice. Enfin, moi aussi, je me disais, mais pourquoi je n'ai pas une baguette magique quand j'étais petite? Parce que c'était ça, de créer quelque chose dans la matière. Je n'ai pas de baguette magique. Il faudrait que, hop, on visualise et ça se crée. Mais pour autant, j'ai besoin de comprendre aussi. J'ai besoin que ce soit quand même relativement carré pour avoir
des choses bien concrètes. Donc, moi aussi, j'ai trouvé très intéressant. Et en même temps, ça m'a quand même remis en perspective tout ce que je croyais, les guides, les archanges, les anges, etc. Ça remet quand même, ça fait revenir là-dessus. Mais j'aimerais rebondir avec toi là-dessus. Qu'est-ce que ça t'a apporté de croire en ça? Est-ce que tu as été soulagée? Est-ce que tu as trouvé que c'était juste et égal pour tous? Alors, moi, j'ai quand même été un peu déçue quelque part de me dire, tiens, alors du coup, j'ai pas d'archange, j'ai personne qui m'aide, non, parce qu'on fait appel lors d'une prière, au guide ou quelque chose. Je dis, zut, alors du coup, je suis toute seule à faire mon truc. Bon, mais d'un autre côté, ça a sonné juste, ça a sonné plus juste. Parce qu'il y a une chose, effectivement, que j'avais remarqué, c'est que tu as beau implorer tes guides, etc., mais en fait, il n'y a rien qui vient, ou en tous les cas, ça n'arrange pas les choses. Ça arrange pas les choses. Qu'est-ce que tu m'as dit? Déçu? Oui. Et tu es dans l'attente, en fait. Mais oui, c'est ça, absolument. Donc, et tu es en train de regarder à l'extérieur de toi. Voilà. Mais oui, et oui. Donc, en fait, ça te décentre. Voilà, c'est tout ce processus. Alors, depuis, j'ai fait du chemin par rapport à ça. Donc, je reprends tout doucement parce que je suis toujours en métabolisation. Oui, mais moi aussi, je te rassure. Voilà, parce que finalement, c'est quelque chose qui est perpétuel. Et donc, je fais le chemin. Je fais le chemin inverse, ou alors, en tous les cas, une autre direction pour reprendre ma souveraineté personnelle, après aussi dans la vie, d'une façon générale, pas que au niveau vibratoire, au niveau ésotérique. Mais c'est vrai que ça remet en question quand même beaucoup de choses. Ça remet en question beaucoup de croyances. C'est exactement ça, c'est le principe, mais de toute transformation personnelle. C'est comme on disait tout début, c'est remettre en question les conditionnements et les croyances. Est-ce que c'est juste à l'instant T pour moi, ou est-ce que ça ne l'est plus? C'est ça. Et en fait, c'est pas grave d'être passé par telle ou telle méthode. C'est la remettre en question et avoir du discernement sur qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui ne me parle pas, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Mais ce qui est étonnant, c'est que les personnes qui ont fait une DHRE et que je connais sont toutes passées par, on est tous passés par le New Age, ce qu'on appelle le New Age, enfin, voilà, c'est ces croyances. Et mais pour tout le monde, finalement, ça sonne juste l'hypnose régressive ésotérique nous a amené des éléments qui sonnent juste. Voilà. Oui, ça reste des gens qui ont une certaine ouverture d'esprit, de spiritualité aussi. Oui. Il y a cette recherche. Bien sûr, bien évidemment. Il y en a, ils s'en foutent, ils croient en rien. Ils croient en eux. Après, c'est un autre niveau que ça peut être un peu. Mais les gens ne viendront pas. Dans ce cas-là, les gens. Cela, non. Non. Bien sûr, quand je parle autour de moi sur ce sujet-là, j'ai avoir différents positionnements. Et d'ailleurs, tu ne parles pas avec tout le monde de ça. Il faut qu'il y ait une sensibilité. Il faut qu'il y ait une sensibilité spirituelle déjà au départ. Sinon, et je ne sais pas si tu as rencontré des gens comme ça aussi, qui étaient donc dans les soins énergétiques, par exemple, et qui, ou voyance ou autre, qui avaient des informations tellement justes, qui se sont dit, mais je parle forcément avec mon guide, je l'entends me parler, il me dit des choses vraies, justes. Et, mais pour autant, ces gens-là, ils ont une vie de merde. Ils ont mal partout. Parce qu'en fait, il y a aussi ce côté-là, c'est que quand tu es interféré, donc par ces parasitages, on va dire, ils vont te donner accès à des connaissances, des informations pour que tu crois en eux, pour que tu continues à croire en eux. Et derrière, eux, ils en profitent pour te pomper, ou passer à travers toi pour pomper les autres. Et c'est dans cette observation-là que tu peux aussi voir si tu es... te dire, tiens, il y a un truc qui cloche. Nathalie Knepper disait qu'effectivement, à partir du moment où ils viennent dans ton espace, c'est qu'ils ont quelque chose à prendre. Sinon, ils viennent parce que quelque part, tu les invites. Sinon, ils ne te calculent pas. Tu les invites ou tu les laisses rentrer, en tous les cas. Mais elle disait que vraiment, les êtres de lumière, parce que, comme tu disais très bien, l'idée, c'est pas que ça n'existe pas. Enfin, en tous les cas, c'est moi, j'en sais rien. Une histoire de fréquence, on n'en sait rien, mais en tous les cas, si des êtres viennent, c'est qu'ils ont vraiment un intérêt, qu'ils sont sur notre même fréquence. C'est surtout ça. C'est toujours de se dire avec quelle énergie est-ce que je suis dans cette relation. Oui.
C'est comme dans les relations amoureuses, d'un point de vue pratico-pratique. Si tes relations amoureuses ne se passent pas bien, regarde-toi comment tu vibres dans ta relation. Oui. Est-ce que tu es dans l'attente, dans le manque? C'est dans quoi? Eh oui, tout à fait. Oui, c'est du concret. Et c'est comme ça pour tout. Pour tout. Mais après, c'est vrai que cette auto-empathie, cette auto-observation de soi, de se ressentir, je pense que c'est inné, c'est comme la médiumnité. Mais quand on y a été longtemps coupé, déconnecté, qu'on l'a oublié, il faut se le réapproprier. Il faut se réapproprier, exactement. C'est exactement ça. Se rappeler à soi. Se rappeler à soi. Et comme tu dis, pour dire une conclusion, c'est vraiment, effectivement, rester sur des vibrations ou sa fréquence, sa propre fréquence, et puis de l'intérieur vers l'extérieur. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur et de choisir la fréquence qu'on a envie de vibrer. Voilà. Peu importe la fréquence, qu'elle soit de polarité positive ou négative, elles sont toutes là, elles sont toutes bénéfiques. C'est juste c'est que ça circule, que ça reste vivant, en mouvement. Très bien, Elodie. Écoute, voilà, est-ce que ça sera ton mot de la fin? Je pense qu'on a bien fait le tour là quand même. Ah oui, on a bien fait le tour. Donc, on est à 1h30 d'échange. Ah oui. Oui, je trouve qu'on a vraiment… oui, non, mais c'est très intéressant. C'est très, très intéressant parce que pour informer ceux qui veulent connaître la méthode, là c'est complet et c'est très clair. Enfin, on nous dira si c'est très clair ou pas. On nous dira. Hein. En tous les cas, un grand merci à toi pour ce temps consacré. Surtout à toi, merci pour ça. Pour tout ça. Avec plaisir. Et puis, moi, je donne rendez-vous pour une deuxième vidéo avec Claudia, du coup. Ouais. Donc, l'idée étant d'interroger le télépathe et de voir lui ou elle, en l'occurrence, comment elle vit ça et comment elle elle communique aussi avec toi, comment elle communique. Elle a un parcours très intéressant, Claudia, et elle a aujourd'hui une discipline très intéressante aussi pour la métabolisation. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est vraiment un être exceptionnel. Je suis d'accord. Très bien. Écoute, à très bientôt, Elodie. Et merci. Très belle continuation à toi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.